Salut Romuald, Salut Pierre, Romuald Le Terrier, ça fait plaisir de te rencontrer. je suis enchanté. Première fois qu'on se voit, on est à Sedan Très pour une heureux. occasion assez particulière parce qu'il y a le festival Chimeria. Est-ce que tu peux nous parler de ça en deux mots un peu Le dessus? festival Chimeria, c'est un festival qu'on a créé avec ma mère il y a plus d'une quinzaine d'années. D'accord. Et c'est un festival qui est dédié à l'art visionnaire. Alors l'art visionnaire, c'est vraiment un art qui est inspiré du surréalisme au départ, Ouais. qui nous interroge sur l'invisible, sur la conscience, enfin, sur toutes les grandes thématiques, on va dire entre guillemets, philosophiques et même voire mystérieuses hein, de notre réalité. Et depuis le festival de l'année 2007, on est vraiment orienté sur une dimension internationale avec des chamans qui viennent régulièrement et puis des artistes très connus de l'art visionnaire. On a eu Giger quand même, qui est le Ah créateur ouais, ouais, d'Alien. ouais, ouais, bien sûr. On a eu Robert Venosa, Pablo Maringo, qui est Ouais. venu à Sedan en 2007. Hein. Donc voilà, donc cette année, on a encore beaucoup de peintres péruviens Ouais. d'Amazonie, quasiment tous les grands maestros de la peinture amazonienne, qui seront présents aussi du 6 au 21 octobre. Ouais, c'est bon ça. 3 semaines, 2 semaines Deux d'art semaines, visionnaire. 2 semaines. 2 semaines d'art visionnaire à Sedan. Eh ben écoute, moi c'est un grand plaisir de te voir parce que je t'ai découvert étant adolescent. T'avais sorti La danse du serpent, un livre bien touffu et assez technique qui me présentait tout ce qui tourne autour du chamanisme amazonien, du monde des visions et puis de tes théories que je trouvais novatrices sur le sujet. Et t'abordais déjà l'idée de circularité à l'époque, ça on va Ça, développer plus tard. Euh, Écoute, ce livre, je crois que c'était 2009, quelque chose comme ça. Moi, c'est 2009, ouais. 2009, j'avais 18 ans, j'étais tout fou à la découverte. Bref, t'as sorti aussi récemment, donc je crois que c'est une C'est réédition, une réédition, ouais. euh, l'enseignement de l'ayahuasca et c'est sous-titré De la jungle aux étoiles. Exactement, ouais. Et alors là, bah, c'est encore, bah, comme l'indique très bien le titre, tout ce que tu as pu tirer comme enseignement de cette plante aujourd'hui assez médiatique, Ouais, c'est clair. médiatisée, euh, et à la mode, sujet très à la mode, etc. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qui es ethnobotaniste de formation, Mhm. et sur ta relation d'abord aux chamans et à cette plante aussi en Amazonie? Ah, si tu veux, quand je suis parti moi en Amazonie, j'avais déjà entendu parler de l'ayahuasca par la littérature spécialisée à l'époque, hein, Ouais. par les grands auteurs, les grands noms de l'ethnobotanique. Et c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire que Mm. moi, j'allais en Amazonie surtout parce que j'étais vraiment passionné euh, par la botanique hein, et surtout pour le savoir comment ils arrivaient à faire leurs remèdes, si tu veux, végétaux. Donc, moi, je suis arrivé là-bas un petit peu en me disant, je vais faire un travail de terrain, collecter des plantes, faire un travail assez rationnel et traditionnel de botaniste. Mm. Et puis immédiatement, les chamans m'ont dit, mais attends, si tu veux vraiment apprendre, il ne suffira pas ça sert à rien de découper des échantillons. Bah, tu peux le faire, mais si tu veux vraiment comprendre notre médecine, il faudrait quand même passer par l'expérience. Mhm. C'est-à-dire la prise de l'ayahuasca et faire la diète pour pouvoir recevoir l'information des plantes. Alors à l'époque, ça me faisait un peu peur. Je reconnais que j'étais assez intimidé et impressionné. Puis je me suis quand même lancé en expérience en disant, écoute, il faut essayer. Et puis la première fois, c'était pas du tout agréable parce qu'on est dans des résistances, si tu veux. Mhm. Donc ces résistances prennent une dimension, une expérience assez sombre, Mhm. où c'est uniquement à partir du moment où j'ai lâché prise que j'ai commencé à accéder à des niveaux d'information. Et puis après, j'ai décidé de reproduire cette expérience en compagnie de chamans, de chamans dont aujourd'hui je dirais presque qu'ils n'existent plus, au Mhm. sens où moi je les ai connus il y a plus d'une vingtaine d'années, puisqu'il y avait encore toute une génération de vieux chamans qui pratiquaient depuis plus d'une cinquantaine Mhm. d'années la médecine. Et à l'époque, par exemple, il n'y avait même pas l'idée de payer, si tu veux, pour prendre l'ayahuasca. On était dans le don, on amenait quelque chose pour une cérémonie. On amenait un poulet, de la nourriture souvent. Mais eux ne voulaient même pas d'argent parce qu'ils disaient mais si on prend de l'argent, les esprits ils vont pas rester à travailler avec nous quoi. Mhm. Voilà. Ah, d'accord, il y a toute une éthique déjà chez ces Bien sûr, chamans, bien sûr. mais elle À existe l'époque, ouais, à l'époque. à l'époque, D'accord, à l'époque. d'accord, d'accord. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la mode et puis tout cet engouement des Ouais, Occidentaux à y aller, ouais. c'est devenu une sorte de commerce. Euh, et alors, est-ce que tu peux nous parler de certains de ces chamans, sans forcément les nommer, Bien sûr. de la façon dont fonctionne un chaman, dont il vit, dont il pense, dont il Alors, perçoit?
certains chamans avec qui j'ai travaillé, c'était presque héréditaire, c'est-à-dire qu'il y avait une transmission du savoir de père en fils. Ça, c'était une structure qui était assez récurrente. Et puis aussi des chamans qui sont choisis par les esprits, c'est-à-dire à un moment d'être quasiment obligés de soigner, de se lancer dans le processus initiatique. Alors à l'époque, l'initiation était vraiment difficile. Les gars pouvaient partir des fois 6 mois, 1 an, s'isoler dans la forêt, pour rentrer vraiment en communication avec l'environnement. Et arriver à cet état en fait où à un moment, vu le niveau de diète des chamans, fait que la réalité dans laquelle ils se trouvaient en fait n'est plus une réalité uniquement subjective ou soit une réalité objective, mais plutôt une espèce d'intrication des deux en fait. Et ça c'était intéressant parce que du coup il y avait plein de synchronicités. En fait, que lorsqu'ils sont dans ce mode-là cognitif, ils sont dans une espèce de monde qui n'est construit que de signes et de sens en fait. Et ça c'était vraiment très très intéressant de pouvoir comprendre ces explications-là. Et puis bon, après, effectivement, de constater ce qu'on appelle, entre guillemets, dans notre société, des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des dons de télépathie, de préscience, de précognition, enfin, tout un ensemble de maîtrise de ce qu'on pourrait appeler des technologies de l'esprit, en fait. Vraiment, quoi. Et de quelqu'un qui vient du monde universitaire, qui a plutôt une formation intellectuelle rationaliste à la mode occidentale, quelle est la réaction face à la rencontre avec ces chamans? Quelle était ta réaction et face à une séance et une prise d'ayahuasca? Bah, si tu veux, moi, après les premières cérémonies, j'ai bien été obligé de constater que le cadre rationnel de réalité que je m'étais construit ne fonctionnait pas en fait. Qu'il y avait effectivement forcément quelque chose d'autre. La dimension, si tu veux, de ces expériences ne donne pas à penser qu'on est dans un fantasme. Tu as par exemple des visions très fortes où tu reconnais tous les archétypes jungiens et il y a une véritable vie autonome de ce qu'on pourrait être l'imaginaire visionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas créer des fantasmes qui se matérialisent par ta pensée. On est vraiment dans un monde autonome de l'âme, véritablement, et collectif en plus. Moi, je me souviens d'une expérience que je raconte souvent en conférence pour faire comprendre au public la nature de l'expérience ayahuasca, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler, comme certains le disent, de vision, d'hallucination, puisque tu peux avoir des phénomènes de vision collective, c'est qui sont partagés. Moi, je me souviens d'une expérience où un Canadien était venu une fois chez un chaman, chez Don Ernesto, et moi, je ne le connaissais pas du tout. Il rentre, il s'assoit dans la maloca, il prend l'ayahuasca. Moi, j'étais à une dizaine de mètres de lui, je prends mon ayahuasca aussi, donc je ferme les yeux, je commence à avoir l'ivresse qui monte et à descendre dans mes visions. Et à un moment, je me sentais surtout en train de descendre dans un vortex de patterns de lumière extrêmement coloré, extrêmement beau. Et je vois le Canadien qui lui descendait sur le dos comme ça, et qui me regarde comme ça. Je me dis, ah, c'est marrant quand même. Donc je me suis dit, c'est tout, il est à quelques mètres de moi, je me suis dit, c'est une image comme ça, fugace, de notre rencontre qui s'est intercalée peut-être dans les visions. Et donc le lendemain, moi je parle de mes visions au petit déjeuner. Et je dis, voilà, je me suis vu hier tomber dans un vortex comme ça. Et le gars dit comme ça, ah oui, je t'ai doublé. Tu vois, donc il y avait vraiment cette idée que lui m'avait vu aussi, si tu veux. Donc ça pose la question quoi, d'une réalité qui est à la fois subjective, on va dire endogène, mais à la fois collective, partagée. Donc ça nous interroge sur même les critères de ce qu'est la réalité, vraiment des expériences comme ça. Donc moi je me suis dit, là il y a vraiment quelque chose à creuser et essayer de rentrer dans le processus pour mieux comprendre. Alors je tiens à dire, comme je ne suis pas moi-même un chaman, je me suis toujours interdit de pratiquer la médecine, parce que c'est pas, entre guillemets, la vocation que l'ayahuasca m'a donnée. L'ayahuasca, dans les premières expériences, très vite, elle te montre un petit peu ce que tu dois faire et ne pas faire. Il y a des gens qui partent vers la médecine, qui ont cette aptitude. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit de faire. Moi, j'ai entendu clairement plusieurs fois l'ayahuasca me dire dans ma tête, et se personnifier aussi, et me dire, toi, tu dois faire les passerelles entre le savoir des chamans et le savoir des scientifiques de l'Occident. Donc moi j'ai attelé tout mon travail depuis 20 ans à faire ça. Et ça a pleinement du sens aujourd'hui. D'accord. Alors c'est drôle parce que quand tu parles de l'ayahuasca, on dirait que tu parles d'un ami qui te donne un conseil ou même d'un professeur. C'est ça. Un professeur. C'est les deux. Ouais. C'est les deux. Bah, c'est les plantes enseignantes, comme j'avais titré mon premier article, qui était paru en 2000, je crois. Les plantes enseignantes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que j'avais compris dans les premières expérimentations avec les plantes, puisque mon sujet c'était comme la botanique, et moi je voulais travailler sur l'intelligence des plantes. Et tout de suite, les plantes m'ont montré comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que les plantes sont des êtres immobiles. Et donc même pour leur sexualité, elles empruntent la mobilité des animaux, les insectes, les oiseaux. Et donc ce qu'elles font,
c'est qu'elles empruntent notre cognition, parce qu'elles n'ont pas à proprement parler de structure cognitive, mais elles ont une sorte d'immense réservoir d'informations dynamiques. Et à partir de là, quand elles empruntent ta cognition, donc ça veut dire quoi emprunter la cognition? Elles vont aller chercher des schémas émotionnels qui te sont propres, des schémas cognitifs, des souvenirs, pour justement créer la meilleure interface de communication possible. Et ça, c'est pour chaque personne. La plante, elle va aller chercher. Alors là, c'est ce que j'appelle une espèce de période de test où pendant un certain moment, elle va essayer de construire ce modèle. Et donc au début, elle te propose un peu des peurs, elle te propose des choses plus lumineuses, et c'est justement à toi de jongler dans tout ça, quoi. Il n'y a pas une histoire de marmotte qui passait de l'aspirateur? Si, j'ai eu une amie qui avait très peur de prendre l'ayahuasca et qui, elle, était passionnée de marmotte et de dessins animés, de Tex Avery et tout ça. Et l'ayahuasca lui a donné l'interface de présenter ce qui se passait dans son corps à ce moment-là, sous la forme d'une espèce de Tex Avery avec des marmottes qui balayaient et faisaient le ménage dans une maison, tu vois. Ah ouais. Donc c'est assez marrant, ça correspond bien à ce style d'interface. Puis il y en a eu plein des exemples comme ça. C'est drôle parce qu'on dirait qu'on peut percevoir l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, généralement, pour nous, on ne la perçoit pas. C'est juste des images un peu fugaces. Et là, on dirait que tous les sens peuvent entrer en contact avec ça. Donc, tu parles d'archétypes jungiens qui, généralement, on voit dans les livres, dans les mythes, etc. Là, ils sont expérimentés, les images archétypiques. Et pareil pour ces métaphores. Parce que là, on voit que la plante utilise une sorte de réseau de métaphores pour entrer en contact avec la personne. Oui, exact. Et la personne peut interagir avec Bien la sûr. plante Bien sûr. en mode dialogue. Bien sûr. Ouais. Alors ça, si tu veux, c'est d'autant plus intéressant que ces interfaces de communication, si tu veux, elles sont vraiment construites dans une sorte de symbiose, véritablement, avec la personne. Et on l'observe aussi dans le processus de la diète. Pour revenir à la nature de l'imaginaire dans le monde des visions, moi, j'avais eu la chance, heureusement pour moi, d'être passionné quand même par la psycho depuis mon adolescence. Donc j'avais lu Jung, j'avais lu Henri Corbin, et donc tous les mystiques aussi persans qui parlaient de cette dimension d'imaginal, donc d'une dimension autonome de l'imaginaire, indépendante de l'imagination, on va dire, créée par la conscience, malgré qu'en même temps, tout ça, il y a des phénomènes d'imbrication aussi, même quand tu imagines quelque chose, il y a aussi l'inconscient est déjà présent. Mais là, il y avait vraiment une immersion dans le monde archétypal autonome où je pouvais voir vraiment tous les archétypes, tous les grands mythes étaient réunis dans les univers de vision. Dans des visions d'ayahuasca, tu peux avoir des sirènes. Tu peux avoir plein de créatures mythologiques ou cryptozoologiques comme ça que tu vois apparaître dans les visions et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là? En fait, ils font partie d'une espèce de pôle commun archétypal en fait. Tu vois. C'est pour ça que tu les retrouves dans les mondes de vision. Mais c'est une vraie substance, c'est une vraie réalité, quoi, évidemment. C'est drôle parce que bon, on essaye de comprendre tout ça avec les outils qu'on a aujourd'hui, y compris nos propres cerveaux, mais on a parfois comparé dans les récents documentaires et les récents travaux sur les plantes, les réseaux qu'il y a dans les racines des forêts, etc., des arbres qui communiquent entre eux comme un système analogue à celui d'Internet, une sorte de mémoire informationnelle collective. Et les plantes, peut-être, agiraient de la même façon qu'un immense réseau. Qu'un cerveau, ouais. Qu'un cerveau, oui. Un cerveau. D'accord. Tu vois, alors c'est marrant parce qu'en 2009, tu vois Cameron qui fait Avatar, et dans Avatar, il parle de ça. Tu vois, là, on est encore dans le domaine de la science-fiction en 2009. Et puis depuis 2009, on a réussi à faire des expériences pour prouver ça. C'est-à-dire que le réseau racinaire en lien avec des champignons dans une forêt crée un véritable réseau de communication où les plantes échangent de l'information, échangent des substances. Tu peux avoir par exemple un hêtre qui va se prendre de sympathie ou de compassion pour un petit chêne qui pousse à côté et qui n'a pas suffisamment de glucose, et donc lui en amener un peu, tu vois, pour l'aider à pousser. Donc il y a de la compassion, il y a de l'altruisme, il y a quand même plein de qualités comme ça, on va dire même affectives, dans cette intelligence des plantes qui effectivement est en réseau. Donc tout le sous-sol d'une forêt, on va dire que ça serait le cerveau effectivement de toute la forêt, quoi. Donc on peut commencer à penser aujourd'hui en termes d'écosystème intelligent, en termes de méta-écosystème, de méta-conscience par rapport à l'univers végétal. Et dans le chamanisme, c'est ce que me disaient les anciens. Les anciens disaient, mais en fait, les plantes, elles ont un esprit collectif. Quand elles se personnifient, en fait, c'est juste quand elles sont en relation avec la conscience humaine. Parce que sinon, c'est un immense esprit collectif. Voilà. Où toutes les espèces se mélangent, échangent de l'information, échangent des formes, échangent des modèles, échangent des stratégies pour pouvoir s'adapter, en fait. Alors, ce qui est très intéressant, je me permets une parenthèse sur ça, on ne connaît pas l'intention
du monde des plantes sur le monde humain. Ouais. J'ai lu à un moment dans ton livre de la jungle aux étoiles que certains avaient émis l'hypothèse que les plantes, pour continuer à entrer en expansion, que leur monde entre en expansion, elles se relient au cerveau humain, parce que de la même façon que le tabac peut rendre dépendant, que la marijuana ou n'importe quoi, c'est une façon aussi pour les plantes de rester, garder leur structure, tout en interagissant avec nous, pouvant apporter aide ou des choses comme ça. Alors ça serait plutôt, on va dire, un point de vue à l'occidental, de penser qu'entre guillemets, on pourrait être manipulé par les plantes. Moi, j'ai changé un petit peu de position par rapport à cette idée, notamment en travaillant vraiment avec les Indiens, à essayer de comprendre leur conception de la nature et de la vie, et surtout de comprendre que les plantes, dans la pensée indienne, il y a un lien d'ancestralité. C'est-à-dire que pour les Indiens, les plantes sont nos grands-pères et nos grands-mères, des ancêtres, dans le sens où, pour eux, les plantes viennent de l'espace, dans beaucoup de leur mythologie, et ont créé les conditions de la vie sur Terre, et ont ensuite permis aux animaux de se développer, et ensuite, on va dire, aux humains. Sauf que dans la pensée indienne, c'est pas ce qui est dit. C'est pas que les plantes ont créé les conditions pour que les humains et la vie animale existent. C'est que la vie animale et la vie humaine est un prolongement direct de la vie végétale. C'est-à-dire que ça pourrait être comme les fleurs qu'on a au bout d'un arbre. Mais tout ça est relié à l'arbre central, on va dire, des plantes. Donc dans certaines tribus indiennes, l'idée est de dire que les êtres humains sont des plantes. Il n'y a pas de catégorie qui pourrait dire, nous, on est des êtres humains, des animaux. Tout ça sort des plantes, en fait. C'est une idée assez intéressante par rapport à l'idée de biosphère. C'est carrément intéressant, surtout... Bon, évidemment, il y a des lacunes énormes dans la théorie de l'évolution, etc. Il y a des trous, il y a des choses, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que dès les premiers moments peut-être de la vie, en tout cas infra-océanique ou sous l'océan, la première vue des cellules, des êtres polycellulaires, des algues, etc., ça semble dévier du monde végétal, peut-être la vie. Après, j'avais vu ça en vision. Ramification. J'avais fait une grande vision d'ayahuasca, je me rappelle, où j'avais posé une question. Alors, quand on est dans l'ayahuasca comme ça, des fois on se dit, allez, posons des questions, les grandes questions. Qu'est-ce que la vie? Hop, tu prends ton godet, puis on va aller voir ce que c'est. Et moi, je me souviens d'une très belle vision, comme une espèce de petite algue bleue comme ça, qui bougeait comme ça dans l'eau. Et à partir de ce balancement de l'algue, si tu veux, je voyais se développer complètement tout l'univers du vivant. C'est-à-dire que sortaient à différents niveaux, très difficiles à décrire comme ça par la parole, mais comme des métaphores visuelles imbriquées qui montraient en fait que de ce mouvement et de cette plante originelle avaient émergé toutes les ramifications et tout cet univers sophistiqué de la vie en fait. Donc c'est des visions qui sont très fortes parce que forcément tu n'as qu'une envie après, c'est de prendre le calepin, de dessiner, mais ça ne sert à rien parce que le message qu'il faut retenir à mon sens c'est l'universalité de la vie si tu veux et la mise en relation évidente entre nous tous. Et je me rappelle très bien surtout d'une phrase qui était apparue dans ma tête, parce que je me suis d'avoir questionné, de dire mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette entité là, qui ressemble à une algue bleue là, qui se balance dans l'eau? Et on m'a répondu c'est un ondulien. Mais c'est un ondulien dans deux sens du terme, un peu comme la langue des oiseaux, tu vois, ça ondulait effectivement, mais surtout ça créait du lien. Et à différents niveaux, même d'échelle du vivant. Et c'était super intéressant ce concept-là en fait. C'est incroyable parce qu'on se demande si on accède à de l'information objective, entre guillemets, voire au plus profond de la subjectivité en plus, voire quelque chose de cohérent, quelque chose qui tient la route. Je me souviens de cette anecdote que tu racontes sur un chercheur scientifique, c'est très drôle. Je crois que c'est un physicien ou un mathématicien qui va aller poser une question à la plante, elle lui donne une vision, il fait ouais, puis il y retourne en fait. C'est quoi, si tu peux... Alors, c'était un physicien qu'on avait rencontré dans la jungle, c'était un Américain. Et lui, il était passionné de physique quantique, il voulait essayer de faire la théorie du tout, donc unifier la relativité et puis tout ce qui était du domaine du quantique, donc de l'infiniment petit. Et donc, il voulait savoir si cette plante pouvait lui donner des informations, parce qu'il avait lu dans des bouquins que cette plante renseignait sur tout, que c'était une plante enseignante, et donc elle pouvait véritablement le renseigner sur tout. Donc, il était venu un peu curieux, mais en même temps, voulait faire un travail personnel aussi en même temps. Donc,
Il a posé cette question à la plante un soir et il a effectivement eu plein de visions, plein d'infos. Il avait un carnet, je sais pas comment il faisait d'ailleurs. Il faisait plein de croquis, de dessins et tout, il dessinait des trucs, il faisait des formules mathématiques. Moi, ça me faisait assez rire parce que il y avait un rayon de lune et je pouvais voir sur son calepin. Et moi, je regardais, j'étais dans le monde des visions en même temps et je regardais, ça me faisait un peu sourire. Et donc le lendemain, il était dans une espèce d'euphorie, en disant oh, c'est génial et tout, m'a montré une physique, j'ai tout compris de l'univers. En gros, l'équation c'était c'est bon, je rentre à New York, j'ai eu le prix Nobel. Ok, mais calme-toi quand même. Je lui dis attends, reprends quand même l'ayahuasca dans 3 jours et travaille sur toi un peu et te prends pas trop la tête avec tout ça. Essaie d'oublier. Il dit ok. Donc on reprend 3 jours après ou 2 jours après, je me souviens plus, je trouve que c'était 2 jours. Et là, et par contre, il s'agitait tout autant, il prenait autant des notes, mais je l'entendais que ça n'allait pas. Tu vois, il était dans un état de nervosité, il soupirait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas possible. Alors le lendemain, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? T'as pas eu de vision? C'était pas bien. Elle me dit, ah si, j'ai eu plein de visions. Et je lui ai dit, t'as pas eu d'enseignement par rapport à ton modèle de physique? Si. Elle m'a montré plein de choses par rapport à la physique. Elle m'a montré un modèle complètement différent de celui d'il y a 2 jours. Mais aussi cohérent, qui me dit comme ça. Alors, je dis, je pense que je ne sais pas ce que je veux en faire, je peux rien en faire du coup. Je lui dis, mais est-ce que tu penses pas que justement tu accèdes à une information qui est du domaine du quantique et qui justement est en superposition d'états et que les deux quelque part elles sont valides tant qu'à un moment c'est pas sélectionné par un observateur. Et il me dit, ouais c'est possible, ce que tu dis pourrait être plausible, mais il dit ça m'arrange pas. Ah, je lui dis, ouais mais bon, là c'est un autre problème. Exact. Oh là là, j'adore cette histoire parce que moi, ce que j'aime bien creuser, notamment à travers cet entretien, mais les lectures et puis tes conférences et tout, c'est quelle vision du monde, en gros, peut apporter l'ayahuasca. Bon, j'imagine qu'elle est très subjective pour chaque buveur d'ayahuasca, mais c'est quand même incroyable qu'elle montre une vision cohérente de l'univers, plus une autre, à chaque fois. Ça semble être une sorte de surabondance de créativité là-dedans. Et qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la nature de l'univers? Toi, tu poses des questions à l'ayahuasca, moi je te pose des questions à toi. C'est quoi le sens de l'univers, Robert? J'ai pas toute la réponse, évidemment. Moi, ce que je pense par rapport à l'ayahuasca, c'est que elle te donne justement des informations qui des fois peuvent être vraiment contradictoires. Et aussi des informations qui pour moi sont de l'ordre de la mémoire, mémorielle. Souvent je dis à des gens qui reviennent de cérémonies comme ça, et ça c'est assez souvent le cas d'occidentaux qui ont fait quelques cérémonies, et ils se sont identifiés à des visions qu'ils ont vues. Alors souvent ils s'identifient, ils ont vu des scènes égyptiennes, ils ont eu accès à une scène au Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, et du coup se disent « Ah mais je suis la réincarnation d'un Égyptien ou d'un pharaon ou d'un truc ». Je dis « Stop ». Dites-vous, essayez d'imaginer que vous êtes branché sur une métamémoire de l'espèce, une métamémoire du vivant, global. Il y a cette histoire assez drôle du dinosaure aussi, que je raconte aussi en conférence, d'un type qui, lui, en vision, avait vu un sauropode, donc un dinosaure style brontosaure, diplodocus, et il avait dessiné des épines parce qu'il avait vu clairement en vision des épines très colorées sur le dos, de grande taille et tout, il disait, ça m'intrigue, j'ai l'impression que j'ai vraiment été à la préhistoire voir ce dinosaure. Ça l'a tellement intrigué qu'il est allé voir un paléontologue à Madrid, qui était un spécialiste des sauropodes, il lui a montré son dessin. Et le paléontologue a regardé donc la personne que je connaissais en lui disant « Mais attends, c'est quoi ce délire? Vous m'espionnez? Vous êtes un espion? Vous avez eu accès à mes dossiers ?» Et mon pote de le regarder en disant « Écoutez, monsieur, je suis vraiment désolé, je ne sais pas de quoi vous me parlez. » Il dit « Ce dinosaure-là, je l'ai trouvé il y a 6 mois. Et j'en ai pas encore fait une seule publication. » Vous essayez de me piquer le truc, vous avez fouillé dans mes affaires, ça devenait un peu virulent, tu vois. Et l'autre, il lui dit, mais non, j'ai vu ce dinosaure sous vision d'ayahuasca. Et l'autre, qui connaissait pas ça du tout, lui a dit, c'est les éléphants roses, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et mon pote est reparti super frustré, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que mon pote, dans une vision d'ayahuasca, a vu un dinosaure que personne n'avait vu avant, vraisemblablement, à part ce paléontologue, et l'a décrit avec luxe de détail. Donc, je pense pas que mon pote soit la réincarnation d'un brontosaure, tu vois. Mais certainement qu'il a eu accès à une information d'ordre phylogénétique qui est globale, à laquelle l'ayahuasca vraisemblablement te connecte. Parce que c'est quand même ce que tu vois le plus, hein, c'est quand même des formes biologiques, même mélangeant souvent des échelles, c'est-à-dire à la fois l'infiniment petit, l'infiniment grand. Tu vas avoir des visions de galaxies qui vont se mélanger avec une vision cellulaire. Tu peux avoir ce type de vision. Tu vois, essayer de montrer que même des différences de perception de niveau s'effacent dans cette expérience. Ouais, c'est incroyable, ça fait beaucoup penser à lorsque Jung a commencé à former sa théorie de l'inconscient collectif, Oui, bien sûr. Où ses patients avaient des visions
mythologiques, qui ressemblaient à des scènes mythologiques, qui n'avaient été découvertes que quelques mois auparavant, quelques années auparavant, dont ils pouvaient avoir aucune connaissance, enfermés dans leur asile. Exactement, bien sûr. C'est fou parce que ça nous pose beaucoup de questions par rapport à la mémoire. Tu es en train de dire que... Tu es en train de supposer, disons, que l'ayahuasca aiderait à percevoir la mémoire cellulaire qui tient comme un hologramme, en fait, Ouais. toute la mémoire biologique depuis le début de la vie. Vraisemblablement la mémoire biologique de la vie, mais au-delà même, La même. au-delà même de la planète, je pense. Parce De que, la jungle aux étoiles. bien sûr, c'est là le lien incroyable entre la jungle aux étoiles, c'est que moi, quand je suis arrivé là-bas et qu'ils ont commencé à me parler d'extraterrestres, de soucoupes volantes, d'autres mondes, où ils étaient en communication avec d'autres planètes, tout ça, moi je me suis dit, vous allez quand même un peu loin, les mecs. Je suis ouvert d'esprit, mais ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Donc à partir de là, bon, je me suis dit, ok, c'est intéressant, mais c'est quand même Pablo Maringo, le peintre chaman, Ouais. qui m'a le plus ouvert l'esprit sur ça, en me disant, écoute, on a une liane spéciale qui s'appelle la liane du ciel, qui permet de se connecter justement à des entités sur d'autres planètes, à des visions du cosmos, et tu devrais essayer. Donc j'ai pratiqué ça effectivement avec un autre chaman qui s'appelait Gilberto, qui lui, immédiatement, j'étais connecté effectivement à des visions spatiales incroyables, avec des informations à survoler les planètes, à aller sur d'autres mondes véritablement. Aussi de rencontrer la fameuse expérience qui se rapproche un peu de l'abduction avec des entités style petit gris, tu vois, qui apparaissent dans les visions, mais qui viennent pas t'abducter du coup. Elles viennent te soigner, te faire des soins énergétiques, t'enlever des trucs, te remettre des trucs. Mais comme tu es dans le monde des visions, il n'y a pas cette peur qui peut être traumatique de te dire on est là dans la pièce, puis boum, ça déboule, une lumière bleue, ça nous capte, ça nous emmène, ça nous fait des tortures, des trucs. C'est pas perçu pareil. Tu vois, comme tu as un cadre de référence, là l'expérience elle est différente, elle est plus assimilée par la conscience et donc tu la vois beaucoup plus positive. Ouais, d'accord. Voilà. Tu es en train de dire que culturellement, on n'est pas forcément préparé à ce genre de visions qui peuvent nous faire peur. Cette peur peut générer des visions négatives, Exactement, ça crée un filtre. un filtre traumatique. Ouais. Alors que les Indiens amazoniens ici, dont on parle plus spécifiquement, ils sont eux habitués à ce monde des visions et les visions ne génèrent pas autant de peur, voire plus de sentiments de familiarité peut-être. Ouais. Et les visions sont beaucoup plus positives et c'est plus fluide, quoi. Ça- Non seulement c'est plus fluide, mais elle change même de nature. Mm. Il y a presque un côté embryonnaire dans la représentation de ce qu'on appelle les aliens type petit gris. Parce que dans l'expérience traumatique de l'abduction, effectivement, ils ont cette apparence voire menaçante même, et leurs actes sont considérés comme une agression. Dans le monde des visions, ils sont toujours cette apparence d'être un peu gris, tout ça, mais ils sont beaucoup plus cool. Tu t'aperçois qu'ils te font des soins, qu'ils ne sont pas là pour t'agresser ou te faire du mal. Mais dans la pensée chamanique shipibo de peuples qui utilisent l'ayahuasca depuis beaucoup plus longtemps, là, ils apparaissent plus du tout comme ces espèces d'entités de représentation embryonnaire. Ouais. Ils apparaissent comme des hommes de façon archétypale, c'est-à-dire le personnage de l'Inca idéal ou des doctes savants ou des doctes médecins occidentaux. Tu vois, ils font la même chose, ils font des soins, mais ils ont plus cette apparence un peu flippante, tu vois. Donc Ah, ouais. ça s'adapte en fait. C'est Plus drôle. c'est intégré, plus ça s'adapte. Disons qu'un extraterrestre, entre guillemets, qui est perçu comme une entité guérisseuse, elle peut être métaphorisée chez un Indien par un docteur occidental parce que lui, c'est l'image du savoir. Bien Et sûr, de... bien sûr. D'accord, donc encore une fois, la substance, entre guillemets, utilise des métaphores qui sont acceptables et qui C'est correspondent ça. à notre... Exactement. Il y a toujours une sorte d'adaptation à notre cadre de réalité, notre niveau de connaissance et notre niveau de croyance aussi, je pense, tu vois. D'accord. Et aussi la représentation même qu'on a du savoir et de l'autorité peut-être aussi, tu vois. C'est intéressant de s'interroger sur ces... Ce que moi j'appelle dans mon jargon des interfaces de communication, en fait. Ouais. Interfaces de communication neurovégétales ou je sais pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose à ce niveau-là, ça me paraît évident. Qu'est-ce que ça me rappelle les travaux du docteur Rick Strassman qui avait fait des études sur la diméthyltryptamine, la DMT. Il a commencé par intramusculaire, etc., mais en intraveineuse de la DMT, ces patients qui avaient directement des visions qui parfois étaient des visions cosmiques ou d'extraterrestres, d'abduction, etc. Et alors, normalement, généralement, on commence une émission sur l'ayahuasca par ça. Mais est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas le sujet quelle est la substance active dans l'ayahuasca, etc. Bien sûr.
Il y a 2 substances actives dans l'ayahuasca et qui sont indispensables à son fonctionnement. Dans la liane ayahuasca, il y a ce qu'on appelle l'armaline, c'est-à-dire vraiment une substance qui travaille beaucoup sur le corps, en fait, qui agit beaucoup sur la dimension somatique. Et puis il y a la diméthyltryptamine, la fameuse DMT, qui elle se trouve dans la feuille de l'arbuste chacruna, en fait. Et la synergie du breuvage, donc dans la cuisson, permet son fonctionnement. Parce qu'en fait, on a une hormone dans l'estomac qui est neutralisée par l'armaline de la liane et qui permet ainsi au DMT d'accéder au système nerveux central. S'il n'y avait pas cette combinatoire, en fait, l'ayahuasca ne peut pas être effective. À ce moment-là, ça ne fonctionnerait pas. Et ce sont deux expériences différentes, parce que par contre, la diméthyltryptamine peut être active sous d'autres voies, soit si elle est fumée sous forme de cristaux, donc synthétisée, ou soit sous forme végétale, notamment dans des graines qu'on appelle le yopo, où c'est réduit et mélangé avec de la cendre et on te le souffle dans le nez. Ça, c'est plutôt dans des tribus qu'on trouve dans le nord de l'Amazonie, par exemple au Venezuela, chez les Yanomamis, où on te souffle le yopo dans le nez. C'est une expérience extrêmement désagréable, parce que comme c'est soufflé à l'image d'une sarbacane, tu es vraiment satellisé. C'est-à-dire que ça dure ça dure pas très longtemps. Par exemple, quelqu'un qui va fumer du DMT synthétique, il va avoir un voyage qui va durer 5-10 minutes, mais avec cette sensation d'extériorisation du monde, d'être vraiment satellisé, vraiment projeté hors du monde, avec une sensation de sortie du corps aussi, de décorporation. Moi, personnellement, je n'aime pas cette expérience. Je la trouve trop synthétique. Et comme en plus elle est rapide, malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent à des fins un peu récréationnelles, tu vois. Et peu de gens travaillent avec vraiment. J'en connais qui travaillent avec, mais c'est pas la même chose que l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, certains chamans, ils en ont marre de son goût et de son fonctionnement. Moi, je me rappelle d'un chaman que je n'ai pas connu, pas cité, mais qui est très connu, qui un jour a vu arriver un pharmacien avec des gélules, lui a posé la question de savoir, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre de l'ayahuasca dans des gélules? Ça me permettrait de ne plus l'avaler. Parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. J'en ai marre de voir ce truc. C'est terrible. Parce que plus tu la bois en plus, et plus c'est atroce, parce que ton corps a des spasmes, se souvient de ce que ça crée, et donc un ayahuascaro sur un chaman un peu confirmé, rien que de la voir, tu vois, c'est un peu dur, quoi. C'est difficile de la gérer. Ouais. Ça me fait penser à 2 films. T'en as un de Gaspar Noé qui est Enter the Void, où bon, il y a une petite partie en fait du film qui montre un peu en image cette expérience de la diméthyltryptamine fumée. Ouais. Et mais c'est encore en mode bad trip. C'est comme le film de Yann Kounen dans Blueberry, l'expérience secrète. Vincent Cassel, là, Blueberry, prend de l'ayahuasca et là on est aussi un peu en mode vision noire. Oui, c'est vrai. Mais ce qui montre que l'ayahuasca peut à la fois induire des visions quasi paradisiaques, lumineuses, très intéressantes, et aussi des visions très obscures. Ah ben complètement. De toute façon, c'est partie du process. Tu as quand même des sortes comme des espèces de portes à passer quand même. On peut rapprocher ça un peu aussi du Bardo Todol, du Livre des Morts, où tu sais qu'au début, le mourant, juste après sa mort, est confronté à des visions qui sont des visions dites courroucées, des visions d'entités négatives, qui peuvent être terrifiantes. En fait, c'est le reflet de notre propre ombre. Ouais. Et à partir du moment où tu es dans l'acceptation de te dire, ok, je lâche prise, parce qu'on est en résistance avec ces images négatives. C'est-à-dire qu'à un moment, le corps a peur de quoi? Il a peur de mourir dans l'expérience. Donc dès qu'on saisit la peur à un moment dans l'expérience de vision de mourir, ah ben, effectivement tout ce truc très, très noir, très sombre est là, et forcément il y a une résistance avec l'expérience. À partir du moment où on lâche en se disant ok, respire un bon coup, ça va passer, ah ben, ça prend tout de suite une autre tournure, ça se transforme. Donc c'est complètement en phase avec ce que dit le Bardo Todol quand il est dit quand le mourant prend conscience que ce qui lui fait peur c'est lui-même. Ah ben, les visions s'évanouissent et se transforment en fait. Il y a un peu effectivement un phénomène similaire dans l'ayahuasca par rapport aux visions sombres. Mais elles sont presque une étape, on va dire, des portes qui s'ouvrent sur l'univers visionnaire. Bien sûr. Et alors, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que même l'expérience visionnaire fait partie d'un processus plus général dans la vie de quelqu'un. C'est qu'une partie d'un processus de vie, finalement. On utilise le monde visionnaire. Oui. Ce n'est pas une fin en soi, en fait. Même les chamans sont plutôt des guérisseurs. Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, je donne un petit exemple personnel, parce que j'ai un ami qui est allé dans la jungle et tout ça, qu'on a pris, et qui
qui allait là-bas, moi, il était totalement décadent. Hein. Je le dis comme ça, si tu te reconnais. Voilà, bisous. Il est revenu et il était le même. C'est-à-dire que l'expérience, il ne l'a pas totalement intégrée, il n'a pas essayé d'en faire une prise de conscience sur la longue durée. Bien sûr. Et voilà, tout ça pour dire qu'on se précipite parfois vers le monde des visions. D'ailleurs, ça peut être dangereux ou pas. Bien Bref, sûr, ça c'est bien pas. sûr. Eh ben, faut aussi qu'elle transforme à vie. C'est comme l'insynchronicité chez Jung. C'est pas juste, je pense à un ami, il m'appelle. Ça, c'est vrai que c'est un événement synchronistique, mais la vraie synchronicité, c'est celle qui te transforme à vie. Bien C'est sûr. quelque chose. C'est une vraie bifurcation vers Ouais. une autre destinée. Ouais, c'est bien, je pense, là, c'est le moment, je pense, de parler de l'ayahuasca et de son utilisation, surtout aujourd'hui. Depuis 20 ans, il y a un véritable tourisme, il faut le dire comme ça, chamanique, qui s'est créé, notamment au Pérou, qui a fait du Pérou l'équivalent du Katmandou des années 70. Ouais. Hein, c'est votre objectif, c'est la destination spirituelle avec l'utilisation de psychédéliques. Il n'y a pas forcément l'obligation, pour accéder au monde des visions et du chamanisme, de prendre des plans de vision, déjà, première chose. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Chaque tradition a sa voie d'accès à une réalité visionnaire qui pour moi est unitaire, c'est la même, mais chaque tradition est comme des portes d'accès différentes à la même réalité. Le problème, c'est qu'effectivement le tourisme chamanique a changé la nature du chamanisme sur place parce que ça a créé des jalousies. C'est-à-dire que ça a créé des rapports de force entre chamans, ça a créé des rapports de clientèle entre chamans, et donc ça a créé des véritables conflits chamaniques réels. Hein. Ils sont des véritables combats, des guerres pour les femmes, pour le nombre de clients, pour ce que ça va rapporter comme argent. Donc il y a quelque chose quand même qui s'est un peu entaché quand même dans cette histoire, il faut être conscient. Et donc même quand on va au Pérou aujourd'hui, vous avez des gens qui proposent des cérémonies et qui sont pas forcément de vrais chamans ou pas forcément des chamans bien intentionnés. Ça existe aussi. Donc moi je dis, essayez d'être prudent, de partir aussi avec une intention qui ne soit pas consumériste et qui soit une intention d'une vraie démarche de développement personnel. Je pense que c'est très très important. Après, moi, je peux pas non plus dire aux gens, ouais, n'y allez pas. Ça serait démago de ma part de dire ça, puisque moi, je suis un des premiers expérimentateurs de ma génération. Donc, à un moment, ça serait déplacé. Je dis juste de faire appel à la prudence, parce qu'effectivement, il y a des risques. Il y a des risques parce que le territoire péruvien n'est pas forcément un territoire sécurisé, mais qui peut être très dangereux. C'est comme un Far West, il faut quand même le dire. Hein. Je connais bien ce pays. Et puis, si tu es mal surveillé, qu'un chaman prend 20 ou 30 personnes, si ta dose d'ayahuasca est forte, que tu fais une fausse route, s'il n'y a personne pour s'en rendre compte, tu peux mourir. C'est ce qui s'est déjà passé. Il y a eu des morts sous ayahuasca par ce biais-là. Ou des interactions médicamenteuses. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec l'hypertension, prenaient les traitements, le chaman ne le savait pas, ou ne savait même pas ce que c'était que l'hypertension, et puis boum, personne est morte, c'est déjà arrivé. Ça, c'est dramatique. Et c'est notre devoir quand même d'avertir et de dire, attention quand même, hein, c'est pas, moi, j'enverrai pas des charters de gens au Pérou en disant allez-y, c'est super, c'est génial, vous allez revenir transformé. Comme tu dis, tu vois, ton pote s'est pas senti transformé. Il faut avoir, je pense, une intention qui soit claire dès le départ, avant même de partir et d'entreprendre ce voyage. Quoi. Ah ouais. C'est pas comme aller au cinéma, quoi. Non, c'est pas le cinéma de la forêt. Quoi. C'est pas, ouais, c'est vrai C'est qu'on a clair. appelé ça la télé de la forêt. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de. Non, il y a des centaines de travaux qui sont réalisés sur l'ayahuasca. Je crois que celui qui a bien ouvert le sujet, donc c'était pas forcément les lettres du Yahé, ou du Yagé, je sais pas comment on dit, Yahé, par la Beat Generation, mais plutôt par Jérémy Nerby en 95. Bien sûr. Donc ce livre est bien dépassé depuis, mais il a quand même ouvert des choses. Bien sûr, c'est évident. Bien sûr. Même si c'est vrai que Jérémy Nerby semble être allé assez loin après dans cette théorie par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, où en est la recherche par rapport à l'ayahuasca? Est-ce on s'est désillusionné de certaines choses? Est-ce qu'on est un peu plus sur d'autres? Si tu veux, moi je dirais qu'il y a deux axes. Il y a l'axe qui avait été ouvert par Jérémy Narby, qui est pour moi un axe, je trouve, extraordinaire, qui nous a reconnectés à nous dire mais la biosphère est vivante, intelligente, la nature a une conscience. C'était très important. Et puis les similitudes qu'il avait fait par rapport à la biologie moléculaire, à la présence de l'ADN dans les mythologies, a vraiment créé quelque chose d'extraordinairement nouveau, c'est-à-dire un lien directement entre culture et nature, mais présent au sein même de la biologie. C'est-à-dire de dire que, quelque part, il
il y a une dimension psychique au cœur même de ce qui est biologique, et ça peut se retrouver dans les visions d'ayahuasca au cœur des archétypes. Bah, tiens, une bactérie, tiens, du collagène, tiens, en même temps de l'ADN, alors qu'il y a les grands archétypes là qui sont là aussi en même temps. Donc une espèce d'unité psychomatière, ce qui était vraiment intéressante, psyché et matériel à la fois. Donc ça, c'était une voie qui n'a, à mon sens, pas été explorée, ou très peu. Il y avait déjà aussi dans le travail de Jérémy Narby l'idée d'une intelligence végétale. Moi, c'est cette partie-là qui m'a intéressé et que j'ai décidé de développer à la suite aussi de son livre, parce que ça a été une étape aussi dans ma vie, et je reconnais son travail pour avoir été évidemment fondateur. Ensuite, je dirais l'autre axe, celui qui est le plus étudié aujourd'hui sur l'ayahuasca, c'est sa dimension thérapeutique. C'est ses possibilités thérapeutiques dans plein de thérapies, bien sûr, cognitives et comportementales, mais aussi au niveau de certaines grandes maladies, je pense. Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'études formelles, parce que le souci, c'est comme elle est quand même classifiée comme un stupéfiant dans énormément de pays, il est très difficile maintenant de pouvoir l'étudier de façon sérieuse. Alors il y a des blogs qui regorgent d'informations, de spécialistes, de chercheurs, d'ethnopharmacologues qui publient des choses très très intéressantes, comme on en publie d'ailleurs aujourd'hui énormément aussi sur le cannabis au niveau médicinal et tout ça. Mais on ne peut pas dire non plus aujourd'hui que l'ayahuasca a permis de comprendre ce qu'était la conscience. Ça a permis de la faire évoluer, ça, c'est cette compréhension, en faisant des parallèles entre les expériences chamaniques, les NDE, les sorties de corps, les phénomènes même d'abduction, d'essayer de voir qu'il y avait une structure, on va dire, unitaire derrière tout ça. Voilà. Ça a été vraiment la grande avancée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ni en faire un remède au sens où on l'entend à l'Occident. C'est une médecine amazonienne, c'est clair, qui a ses arcanes, qui a ses modes de fonctionnement. Et de toute façon, l'Occident ne pourra jamais comprendre vraiment toute la dimension ésotérique, on va dire, de cette pratique. Bien sûr, bien sûr. Il y aurait tellement de questions que je voudrais te poser sur le sujet. Mais par exemple, dans ton livre, ce qui m'avait beaucoup intéressé, l'enseignement de l'ayahuasca, de la jungle aux étoiles, c'est par exemple les Icaros. Donc ce sont les chants que font les chamans pour agir sur la conscience, on va dire, très résumé. Notamment le fait qu'une molécule crée de la vibration et donc presque une tonalité, une musique, et communique grâce à ça. On fait même des expériences de musique sur les animaux ou sur les plantes. Maintenant, oui. Les plantes, protéodies, les fameuses protéodies. Protéodies. Issus des travaux de Joël Sternheimer. Ouais. Bah, je parle dans le bouquin, parce que ça c'était il y a plus de 20 ans, où je m'étais intéressé à ça en me disant, mais tiens, et si tout simplement les chants des chamans n'étaient pas des chants hérités directement de la conscience des plantes et des propriétés des plantes, curatives des plantes directement. Et donc on peut penser qu'effectivement un chant a la capacité ou une musique d'agir sur les propriétés génodiques, on va dire, par exemple d'un plant de tomate, qui sont en bonne santé, que les fruits soient plus gros. Pourquoi pas imaginer qu'un chant chamanique qui soit fait de la même substance, on va dire, biomusicale, ait effectivement le pouvoir de guérir une inflammation ou une maladie par cette simple émission à proximité d'un corps vivant. Ça, c'était quelque chose qui me paraissait complètement plausible et matériel, très matérialiste du coup, en fait. Autre petite anecdote avant de passer à une autre partie de cet entretien. C'est une expérience que tu as fait avec un ami dans la forêt ou même dans un hôtel sous ayahuasca. C'est un ami français. Donc en fait, vous avez... vous n'êtes pas vraiment deux chamans, mais vous avez réussi, dans une session d'ayahuasca, à interagir en français. Oui. On a transformé les paroles. Oui, comment ça se passe au niveau de la suggestion par la parole ou par le chant? Alors, ça, c'était une grande question des ethnomusicologues. On a pensé au départ que les Icaros tiraient tout leur pouvoir et leur fonction des variations musicales, des variations tonales, c'est-à-dire de comment elles étaient émises, souvent dans des registres extrêmement aigus. On se disait, mais en fait, ces harmoniques, vraisemblablement, tout le pouvoir des Icaros est là-dedans. Et donc, on ne s'intéressait pas tellement au texte de la chanson. Tu vois. On se disait, le texte de la chanson, on s'en fout. La musique, elle est bien, le texte, on s'en fout. Souvent comme ça. Et comme il y a quand même des Occidentaux qui sont bien rentrés dans la médecine, qui sont devenus des vrais apprentis de chamans et qui sont devenus de vrais chamans, eux se sont rendus compte qu'en fait, les paroles avaient du sens et extrêmement important et regorgeaient de concepts, en fait, comme l'ouverture du monde des visions, des concepts de centrage très particuliers. Certaines paroles ouvraient des espaces.
Et moi, je me suis dit, bah tiens, et si tu les traduisais, parce que tu les connais en Shipibo, est-ce que tu pourrais en faire des espèces de métaphores en français, très, très proches? Il m'a dit, ouais, je pense que je peux le faire. Donc il a commencé à chanter son chant au début en Shipibo. Donc j'avais des visions assez classiques, un peu d'habitude. Et quand j'ai commencé, moi, à comprendre tous les concepts, ça a complètement transformé l'expérience. C'est-à-dire qu'on a eu une expérience de vision collective, justement, qui était stable. Et là, moi, je pouvais voir ses visions, il pouvait voir les miennes. Il y avait, c'est comme, je prends toujours la métaphore, c'est comme si on avait trouvé comment démarrer la clé de la soucoupe volante, tu vois. Tac, ah, il fallait connaître les paroles. Et donc, du coup, la cérémonie qui était un petit peu encore avec des visions, on va dire, chaotiques, boum, un truc s'ouvre, hyper carré, hyper cohérent, très homogène. Et puis là, tout le monde voit les visions. On était 4 à faire l'expérience. Tout le monde voit les visions les uns des autres, quoi. Donc, c'est comme si on avait réussi à démarrer quelque chose, tu vois. Donc, c'était assez étonnant. Et le sens des chants, bien sûr, est hyper important. Ça avait été bien montré par des ethnologues spécialisés, comme Pierre Deléage, qui a fait un magnifique boulot dans son livre sur tous les chants, justement, des Indiens Charanawa. Donc, tout ça, ça avait vraiment du sens, sauf qu'à un moment, les gens se disaient, bon, les paroles, on s'en tape. Ouais, ouais, ouais. Ça ouvre une question. Est-ce que tu crois que plus largement, à chaque fois qu'on fait un énoncé ou quand on entend une chanson quelque part, ça agit sur la conscience? Certainement. 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 Moi, je trouve ça, c'est plutôt une bonne synchronicité. Souvent, tu fredonnes un truc dans ta tête Ouais. le matin. Alors, il y a une dimension complètement virale, parce que tu risques de la chanter toute la journée. Ouais. Et puis, souvent, tu la fredonnes, et puis tu montes dans ta bagnole, tu mets ta radio, boum, tu l'entends. Tu dis, Ouais. ah, c'est pas possible. Tu vois, je pense que, quelque part, la musique, c'est quelque chose qui nous lie à un niveau, à mon sens, préverbal. Hein, il y avait des travaux très intéressants. J'ai oublié l'auteur. Non, c'est Michel Bocara qui a fait un magnifique livre sur justement le langage chamanique, qui était pour lui un langage chanté, un langage musical, qui est certainement le premier proto-langage, on va dire. Mais ce langage-là nous relie au-delà du temps, au-delà de l'espace. Tu vois, j'aime beaucoup cette phrase d'Arvo Pärt qui un jour interviewé sur sa musique disait, mais moi, ma musique c'est comme une sorte de machine à voyager dans le temps. Quand à un moment mes chœurs ils chantent mes chants grégoriens, le Moyen-Âge il est là, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a une espèce d'annulation du temps et de l'espace. C'est assez. Et je suis complètement en phase avec ça. Il y a cette dimension de musique, ce lien musical. Pour moi, il peut annuler le temps et l'espace. Ouais. D'accord, ouais. Alors, maintenant pour la nouvelle partie que je voudrais aborder avec toi dans cet entretien, tout ce qu'on a dit là, évidemment, moi, ça n'a pas arrêté de me parler de psychologie, surtout jungienne et même psychologie transpersonnelle avec les travaux de Stanislav Grof et tout. Mais il se trouve que là, à ce moment-là, l'univers des visions, que ce soit celui des rêves ou celui des visions, prend énormément de place dans la vie de l'individu. Et il se trouve aussi que ça prend de la place dans sa conception du temps. Apparemment, ça peut changer notre vision qu'on a du temps, toutes ces expériences. Oui, Toi, vrai. ça a transformé ta vision Oui. du temps. T'en es arrivé à la rétrocausalité ou même la rétrocognition. Ouais. En fait, ça a commencé dans la jungle en 2008 avec un chaman qui est décédé, qui s'appelait Don Ernesto. Et on m'avait dit de lui, tu devrais aller le voir, toi qui t'intéresses à toutes ces histoires de physique, du temps et tout ça, parce que lui va chercher de l'information dans l'avenir. C'est un maître des rêves et il sait aussi créer des événements comme ça dans la réalité, des choses assez incroyables. Alors je suis allé un peu plus haut sur le Calaria, j'ai rencontré ce monsieur dans une communauté Shipibo, c'était un chaman métis, et il a commencé à m'enseigner un peu son savoir, si tu veux. Donc je commence à faire des diètes avec lui, à comprendre en fait que tout était que synchronicité dans leur monde, dans leur façon de voir les choses. Et puis il a commencé à me parler de cette capacité de se rétroprojeter de l'information du futur dans ses rêves, dans le passé. Je disais, mais attends, mais comment ça fonctionne? Donc il m'expliquait l'idée, par exemple, tu vas le matin, tu fais un rêve, ou la nuit tu vas faire un rêve, où par exemple tu vas voir un homme habillé en blanc te donner des pièces d'or. Ok, tu gardes cette image-là dans la tête, mais tu décides de le faire. Hein. Tu dis, c'est cette image-là que je veux voir se réaliser dans la réalité, et quand je verrai cette scène dans la réalité, je repenserai à mon rêve. Alors, il me dit, ok, donc voilà, tu gardes ça à l'idée, mais tu l'oublies en même temps, dans une espèce d'attention flottante, et tu l'oublies. Et il dit, par exemple, 3 semaines après, tu vas à la banque à Pucallpa, et le type au guichet, il est habillé tout en blanc, il te donne de l'argent.
Et là, tu repenses à ton rêve. Il y a un effet de surprise, de rigolade presque. Tu repenses à ton rêve, et en faisant cet acte de pensée, c'est cet acte de pensée qui va créer le rêve 3 semaines avant, qui va lui donner cette forme-là. Donc de rétroprojeter le contenu et modeler le rêve 3 semaines en arrière. Alors lui, il utilisait cette technique pour s'envoyer des messages du futur, en fait. Mais sauf qu'à l'époque, moi, je comprenais rien. Alors il me dessinait des Ouroboros, là, des serpents qui se mordent la queue, c'est des boucles de rétroaction. À l'époque, je comprenais pas, j'avais pas de modèle théorique pour le comprendre. Donc je me disais, Ernesto, il fait des trucs incroyables, je ne pouvais que le constater, mais je me disais, je ne sais pas comment ça marche. En 2012, je rencontre le physicien Philippe Guillemant, qui lui travaille sur la rétrocausalité, a écrit le livre La route du temps. Et là, c'est le déclic, parce que je comprends, en fait, en lisant son livre, je comprends tout ce que Ernesto me racontait sur le temps, sa vision du temps, disant que le futur existe déjà et qu'il est possible de s'envoyer de l'information à partir du futur, et que ce futur influence le passé et le présent en même temps. Donc c'est parti de ça, l'idée de rétrocognition. Et puis juste avant qu'Ernesto, la dernière fois que j'ai vu Ernesto, en fait je ne l'ai jamais revu, parce qu'après il est décédé, il m'avait dit un truc, il m'avait dit, mais tu sais, regarde, à la manière dont tu peux modeler un rêve, tu peux faire exactement pareil avec la réalité, c'est aussi malléable. La conscience est capable de créer des événements dans la réalité. Et ça, je me disais, là c'est quand même assez incroyable. Et donc dans la théorie de Philippe Guillemant, il y a cette idée de pouvoir créer des synchronicités de façon volontaire. Donc moi j'ai décidé de créer un protocole d'expérimentation pour voir si c'était possible de faire ça, aussi au regard de ce que m'avait appris Ernesto. Donc j'ai créé un protocole assez simple de sélection au hasard, on va dire, de 2 éléments. En l'occurrence, je m'étais créé 2 boîtes. Dans une boîte, j'avais mis 50 animaux que j'avais découpés dans des magazines avec des animaux. J'avais mis 50 comme ça, que je mélangeais un peu comme au loto. Et puis dans l'autre, j'avais mis des archétypes. Pourquoi des archétypes? Parce que je pense que c'est le ciment de notre réalité. Et je m'étais dit, c'est intéressant d'essayer de faire comme ça. Donc la première fois que j'ai fait l'expérience, c'était en janvier, le 10 janvier 2013. Et donc je sélectionne dans la boîte des animaux. Là, pas de bol, ma main prend 2 animaux en même temps, le hérisson et un rat. Et je me dis, mais il m'en faut qu'un dans mon expérience. Donc je décide de prendre celui que j'ai vu en premier, c'est-à-dire le rat. Je note le rat. Et puis l'archétype, c'est l'archétype du cristal. Donc, je me dis donc, sous 15 jours, je veux voir une synchronicité comprenant les éléments, soit le cristal, soit un rat. Voilà, je me dis, voilà. J'ai très vite oublié le truc, j'ai rangé ça dans mon calepin, parce que je ne croyais pas du tout que ça pouvait se réaliser. Et puis j'ai dit, bon, on verra bien sous 15 jours. Donc j'ai très vite oublié. 4 heures après, je me mets sur mon canapé, et puis machinalement, je ne fais pas exprès, je fais tomber ma télécommande, elle tombe par terre, elle change de programme, et apparaît, elle zappe en fait sur une chaîne de jeux vidéo. Et là, je vois apparaître à l'écran un immense rat avec sur le dos des épines comme un hérisson, mais fait avec des cristaux en fait. Et là, je me dis, c'est très fort. Je suis sidéré, hein. J'ai halluciné, c'est un acte de magie pure. Ouais. Ça veut dire que la synchronicité a synthétisé les 3 éléments qui sont rentrés dans ma conscience par le biais de la sélection aléatoire. Parce que le rat était bien présent, le cristal aussi, mais même le hérisson, que j'avais décidé de ne pas retenir, était présent quand même. Ça avait fait une sorte d'amalgame de créatures composites à travers la synchronicité. J'ai reproduit les synchronicités comme ça pendant 2 ans, elles se sont complexifiées, des fois avec des suites d'informations incroyables, délivrant vraiment des messages. Et je me suis rendu compte que ces messages venaient de l'avenir, en fait. Voilà, elle nous renseignait sur l'avenir de l'humanité, sur des choses vraiment très pertinentes, sur la façon dont les choses peuvent évoluer, parce que le futur existe sous forme d'état quantique, comme dans le monde des visions chamaniques, et en fait c'était notre conscience collective d'aller sélectionner le futur qu'on a envie, en fait, parce qu'ils existent tous à l'état potentiel, et on les fait descendre dans la matière. Alors, ce processus se fait majoritairement de façon inconsciente. Ça, je l'ai découvert avec une autre expérience en parallèle que je vais essayer de mener. Je me suis dit, si je peux aller chercher l'information dans le futur, autant joindre l'utile à l'agréable, essayer de gagner le loto. Donc, voilà. Donc, j'ai pas gagné le loto, mais l'expérience était super intéressante, parce que si tu veux, je me suis dit, alors Philippe me dit, tu pourras pas gagner le loto, parce que de toute façon, Philippe Guillemont, hein, qui me dit, tu pourras pas gagner le loto, parce qu'il y a tellement de gens qui regardent leurs chiffres, et puis surtout les gens qui gagnent, tout ça, tu pourras pas, ça marchera pas ton truc. Je lui dis, ouais, mais si j'encode, si je remplace les numéros du loto par des animaux, ça change tout, parce que du coup, je me déconnecte de l'attention collective de tous les joueurs. Il m'a dit, c'est pas con. Alors j'ai quand même réussi des fois à gagner 3 numéros 2 fois dans la semaine, mais plusieurs fois.
plein de fois, de façon complètement improbable. Donc je me suis dit, ça fonctionne, mais je n'arrive pas à contourner une sorte de pression collective très forte. Alors un jour, j'étais devenu un peu obsessionnel, ce truc-là. Et j'en avais ras-le-bol de me concentrer sur cette histoire-là. J'ai dit, je vais lâcher, ça m'énerve. Donc je vais boire un coup dans un troquet. C'était l'heure du tirage du loto. Donc je me prends une bière. Et puis le tirage du loto sort, mais c'est une espèce de tirage complètement improbable, du style 40, 44, 47, 46, et puis le 24 ou un truc comme ça. Alors tout le monde dans le bar était aux émois en disant mais regarde ces chiffres truqués. Il y avait deux grands-pères qui disaient mais regarde Dédé, ils se foutent de nous, c'est des voleurs, c'est truqué, comment tu veux que ça sorte au hasard, un truc comme ça. Et là je me suis rendu compte d'un truc, j'ai eu comme une illumination, je me suis dit mais c'est pas les gens qui gagnent qui agissent sur le système des boules aléatoires dans le passé du tirage, c'est les gens qui perdent et qui constatent l'improbabilité des résultats et surtout le fait qu'ils ont perdu. Donc je me dis, je comprends à ce moment-là qu'en fait on fait tous de la rétrocognition, mais de façon inconsciente, et que le réel est comme une sorte de navire qui naviguerait au hasard, comme ça, des vents, des vagues. Il n'y a plus de capitaine à la barre, et on s'est tous enchaînés à la cale. Voilà. Alors il est temps de remonter sur le pont et de reprendre un peu le gouvernail de la réalité, là, je pense. Merde, ça ferait une belle conclusion. D'accord, ça t'a amené, on voit que ça t'a amené très loin dans l'expérimentation, en tout cas la rétrocognition. Et aujourd'hui, t'as fait beaucoup de travaux sur l'ayahuasca et tout ça, mais aujourd'hui, ça t'a mené en tout cas à ce travail sur la rétrocognition. C'est vrai, c'est lié en fait. Ça prend la majeure partie de ton temps maintenant, même aujourd'hui. On est en train de faire un ouvrage là, avec Jocelyn Morisson, Ouais. qui a écrit plusieurs livres sur la conscience aussi, qui est journaliste scientifique, qui est très connu, qui a écrit pour plein de magazines. Et on est en train d'écrire un livre, on est en train de le terminer, là, qui va s'appeler Se souvenir du futur, où on va expliquer en fait aux gens comment fonctionne le processus d'aller chercher de l'information dans le futur, ce qui est quand même assez simple à réaliser en fait, de créer des synchronicités, parce que ces synchronicités, elles créent des bifurcations temporelles en fait. Donc à un moment, elles permettent, comme des aiguillages de train, de te faire aller vers un futur que tu as intentionné. Et donc du coup, de sélectionner un futur qui est le plus intéressant pour toi, entre guillemets. Parce que tant qu'on navigue comme ça au hasard, avec une rétrocognition inconsciente, tu peux choper un cancer, tu peux choper un accident de voiture en rentrant, tu peux choper tout ce que tu veux. À partir du moment où tu projettes dans le futur l'intention, par exemple, d'être vivant, en bonne santé, en harmonie, dans une relation saine avec tes amis ou ta famille, dans un environnement sain, dans 10 ou 20 ans, quand tu fais ça, en fait, tu vas activer un futur qui, en plus, contient des intentions vitales, c'est-à-dire qui est porté par la vie qui est en toi et la vie qui t'entoure. Et quand tu fais ce travail-là, quand tu reçois une information de ce futur dans 20 ans, de façon complètement logique, ça crée un attracteur rétrocausal. Et cet attracteur va te guider pour justement éviter toutes les voies rouges, on pourrait dire, du GPS qui pourrait se trouver sur ta route. Alors c'est intéressant parce que ça permet même d'envisager des choses dans le domaine de la santé. C'est très 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 intéressant. Tout ça on le développera dans le bouquin, bien sûr. Et je sais que, par exemple, ça ne fonctionne pas que pour moi, parce que j'ai créé un atelier expérimental pour essayer de voir si d'autres personnes que moi, avec le même protocole, pouvaient créer des synchronicités et réaliser leurs intentions. Et effectivement, ça fonctionne. Ouais. On a eu plein de personnes à qui ça a fonctionné. Donc, je me dis que c'est pas moi qui, à un moment, ai juste créé une expérience où j'aurais pu me dire oui, mais c'est tes résultats, tu les as interprétés à ta manière. Non, ça fonctionne pour autrui aussi. D'accord. C'est intéressant parce qu'un acte intentionnel et conscient, même s'il faut lâcher prise à un moment, avec cette attention flottante, un peu double, tu peux, à travers cet acte, non seulement changer les images de ton passé, donc ton rapport au passé, donc peut-être ton passé, mais aussi ton futur. Oui. Donc c'est intéressant tout ça, mais j'aimerais, est-ce qu'on peut conclure sur qu'est-ce que tu as apporté? C'est très général, hein, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu as apporté cette étude et cette expérimentation de l'ayahuasca et cette réflexion et cette expérimentation aussi sur le temps et sur la... C'est complètement lié déjà. Donc si tu veux, il y a eu vraiment un lien de filiation, c'est-à-dire que petit à petit, j'ai vu se dessiner une sorte de puzzle qui ne prend du sens qu'aujourd'hui, à regard du temps, si tu veux, à rebours du temps. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les cérémonies en fait chamaniques, étaient comme un puzzle qui a pris du sens après.
C'est-à-dire que pour moi, c'est comme s'il y avait un attracteur dans le futur Mhm. qui avait déjà commuté à un certain moment pour me faire rencontrer tous ces chamans, toutes ces personnes, me faire ces cérémonies, comprendre des choses sur le temps, comprendre des choses sur la conscience, refaire aussi le lien avec mes premières recherches en psychanalyse jungienne, tout ça, donc Mhm. dans une espèce de vision unitaire, si tu veux. Ça, c'était vraiment quelque chose de fondamental dans cette expérience. Et de toute façon, moi, la rétrocognition, je la tiens quand même d'un chaman qui Mhm. était quand même tabaqueros et ayahuasqueros. D'accord. Voilà, au départ. Ok. Bah écoute, Romuald, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Écoute, moi j'étais super content de te rencontrer, de faire cette émission, parce Bah, que je pareil. te suis depuis pas mal de temps, et c'est avec beaucoup de plaisir. Ah bah c'est un grand plaisir que tu me suives et que bah moi je te suis aussi, tiens moi aussi. Je te souhaite de garder ton cap, et etc. Et donc bah merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci beaucoup, Pierre.